Bien, excusez-nous pour ce départ un tout petit peu retardé, mais on attendait voir si certains inscrits arrivaient. Et comme il est plus que l'heure, nous allons commencer. Donc tout d'abord, merci à tous d'être venus pour assister ce soir donc, à notre réunion thématique sur les troubles de voisinage. Petit rappel avant que nous commencions et que je laisse la parole à Maître Berbigier qui est à côté de moi. Petit rappel sur les prochaines réunions thématiques de notre association qui se dérouleront donc le 8 mars prochain à 18 h à Tours, donc ici. Et le sujet sera des expulsions locatives. J'aurai le plaisir de vous décourager sur le sujet et de vous expliquer comment ça se passe avec le plus de détails juridiques et pratiques possibles afin que vous soyez au mieux renseignés sur un sujet qui est quand même très très compliqué et qui malheureusement pour certains propriétaires est un passage obligé. La même réunion thématique aura lieu à Blois le 31 mars prochain, donc aussi à 17 h, et sera présentée cette fois-ci par Aude Roca, qui exerce la même profession que moi, c'est-à-dire huissier de justice, mais qui l'exerce dans le département 41. Ensuite, nous aurons une réunion thématique sur la fiscalité des revenus locatifs et la fiscalité immobilière, qui aura lieu à Blois le 11 mai prochain à 17 h, qui sera animée par Claire Célin, qui est administratrice de l'UNPI et qui est expert comptable, avec la présence de la Banque privée des crédits agricoles Val-de-France. Ensuite, il y aura la même réunion thématique, enfin plutôt moins le même sujet à Tours, le mercredi 4 mai prochain, donc à 18 h, ici aussi, animé toujours par Claire Célin, qui est toujours expert comptable et toujours en présence de la Banque privée du crédit agricole. Voilà. Petit rappel aussi pratique, le paiement des cotisations et l'achat des imprimés peut se faire sur notre site internet, dans la rubrique boutique en ligne sur le site www.valdeloire.unpi.org. Ça peut peut-être vous faciliter les choses, notamment pour tout ce qui est donc achat des imprimés. Ça peut vous éviter de venir y chercher à la permanence. Je tenais à vous le rappeler. Voilà. Bien, je laisse la parole à Maître Berbigier, donc qui est administrateur de l'UNPI, qui est avocat et qui va nous parler ce soir des troubles de voisinage. Normalement ça fonctionne. C'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait, tout le monde m'entend. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de voir plein de visages qui nous sont connus. Donc merci d'avoir fait le déplacement pour cette soirée thématique qui effectivement a pour objet les troubles anormaux de voisinage. Alors c'est effectivement quelque chose qui nous concerne tous et on a toujours beaucoup de questions sur ce sujet-là. Le but de ce soir n'est pas de faire un monologue jusqu'au bout, hein, comme à chaque fois. Ce que je vais essayer de faire, c'est vous rappeler les principes généraux et après qu'on puisse surtout évoquer des cas pratiques et des situations que vous avez pu rencontrer pour essayer de les solutionner et essayer de vous donner quelques aides pour éviter soit des contentieux ou en tout cas des difficultés avec un voisinage qui peut poser quelques difficultés. Au niveau des principes généraux, les rappels sont relativement simples. Ce que je peux vous indiquer, c'est que initialement, la notion de trouble anormal de voisinage ne figurait pas dans le Code civil. C'est quelque chose qui est à la marge. Aujourd'hui, on a un article du Code qui sert de base pour tous les contentieux en matière de troubles anormaux de voisinage. C'est l'article 651 du Code civil qui pose le principe que tous les propriétaires vont être assujettis à des obligations les uns à l'égard des autres. Et que donc, on a des droits, mais on a aussi des obligations à l'égard de nos voisins et à l'égard des tiers. Cet article-là permet effectivement d'initier toute procédure, d'envoyer toute lettre, de faire toute réclamation dans les divers cas de troubles qu'on va évoquer ce soir. On a une réglementation nationale, mais également aussi une réglementation européenne, puisque nous faisons partie de l'Union européenne. Et au niveau européen, la question a déjà été tranchée, puisque les troubles anormaux de voisinage, c'est vraiment un rapport de force entre le droit de propriété et le fait de ne troubler la jouissance de personne. Et au niveau européen, on a eu des décisions qui ont posé le principe que le droit de propriété ne permet pas de troubler autrui. Ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Il y a une certaine limite.
c'est toujours pareil, votre liberté va s'arrêter Coupez là votre où webcam. celle d'autrui va commencer. Et donc au niveau européen, on a effectivement cet équilibre, cette balance qu'on retrouve au niveau national. Donc, article 651 du Code civil Coupez est votre un webcam. régime juridique qui est relativement simple, que je vais essayer de vous synthétiser ce soir. Sur les conditions de mise en œuvre, il vous faut, comme son nom l'indique, un rapport de voisinage, des troubles que l'on va considérer comme particulièrement anormaux, et une appréciation après le cas échéant du juge. Alors, d'abord, un rapport de voisinage, question qu'on nous pose très souvent. Quand on a des troubles anormaux, est-ce que, comme on parle de troubles de voisinage, il faut que ce soit notre voisin direct? La réponse est non. Ce n'est pas obligé que ce soit votre voisin direct. Ça peut être toute personne dans votre entourage, direct ou indirect, mais qui va vous causer potentiellement un préjudice. Donc, on n'est pas sur un rapport forcément direct. Deuxième point, le trouble que l'on va vous causer, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait un trouble, il faut que le trouble soit anormal. C'est ce que la loi pose comme principe et c'est ce que la jurisprudence rappelle. Ce qui signifie en fait d'emblée, ce qu'il faut comprendre tout de suite dans le régime des troubles anormaux de voisinage, c'est qu'à partir du moment où vous avez des voisins, en fait, on va vous dire qu'implicitement vous acceptez le fait d'avoir parfois des troubles. Donc il faut que le trouble devienne anormal pour là, cette fois-ci, être sanctionné. C'est-à-dire un trouble qui va effectivement excéder une mesure habituelle, une tolérance habituelle de voisinage que le juge va pouvoir effectivement apprécier. Ce qui signifie que lorsque l'on évoque des troubles anormaux de voisinage, on va évoquer des circonstances de temps. Est-ce que ce sont des troubles que vous allez subir ponctuellement ou est-ce que ce sont des troubles que vous allez subir chaque année à une certaine période, ou pire, est-ce que ce sont des troubles que vous allez subir tout au long de l'année, chaque année? Déjà, il y a une circonstance de temps. Après, bien évidemment, il y a une circonstance de lieu, c'est-à-dire une proportionnalité. Est-ce que c'est un trouble que vous allez subir partout chez vous? Est-ce que c'est un trouble que vous allez subir dans certaines pièces de votre maison, dans votre jardin, dans votre appentis? Voilà, il y a une proportionnalité qu'il faut effectivement étudier et qui va être appréciée par le juge. Une multitude de décisions de justice qui se portent effectivement sur beaucoup de choses. On a tout type, ça peut être effectivement des troubles qui vont être continus et permanents, je pense notamment aux troubles sonores, quand on est en copropriété, que ce soit des bruits d'aspirateur, des bruits ménagers, que ce soit des bruits de pas, l'isolation phonique entre le plancher du haut et votre lot. Ça peut être aussi des problématiques visuelles. Vous pouvez avoir des enseignes lumineuses, vous pouvez avoir des encombrements, des préjudices esthétiques, une multitude de choses qui peuvent être effectivement permanents et qui peuvent entraîner la mise en œuvre de ce régime juridique. On peut aussi avoir, notamment dans les troubles permanents, la construction d'un ouvrage à côté de chez vous. Ça peut être considéré comme un trouble anormal de voisinage, d'avoir effectivement un immeuble en R+5 qui se crée juste à côté de votre parcelle, qui va vous priver d'ensoleillement, qui va causer bien évidemment une gêne sonore pendant toute la durée des travaux, etc. etc. Donc effectivement, la première des questions, avant d'évoquer la typologie des troubles, c'est ce caractère permanent ou non, et la manière avec laquelle vous allez le ressentir. Ça, c'est le point de départ. Sachant que, au niveau du préjudice qui peut être subi, ça peut être un préjudice de différents ordres. Ça peut être effectivement un préjudice esthétique, un préjudice visuel, olfactif, moral. Ça peut être un préjudice même qui devient économique. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez être amené à demander à votre voisinage des comptes. Au-delà du trouble en lui-même, de son caractère anormal, bien évidemment, ce que l'on demande aussi, c'est un lien de causalité entre ce que vous énoncez comme trouble et le préjudice que vous subissez. Ça, c'est une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Sur la mise en œuvre de cette responsabilité, première question, est-ce que lorsque vous subissez des troubles, une mise en demeure est nécessaire avant d'aller plus loin? Réponse avec un arrêt de principe de 92 de la Cour de cassation, le trouble anormal de voisinage ne nécessite pas de mise en demeure préalable. Concrètement, si vous allez voir un conseil, si vous allez voir un huissier, si vous allez voir un avocat,
On va toujours passer par une lettre préalable avant d'aller plus loin, mais sachez que dans le principe, la mise en demeure n'est pas obligatoire. Si, au-delà de la mise en demeure, le trouble n'est pas solutionné, quel est le juge qui va potentiellement connaître de votre demande? Eh bien, aujourd'hui, c'est le tribunal judiciaire, donc la juridiction civile, devant laquelle vous irez. Et le trouble anormal de voisinage est une action personnelle, et comme toutes les actions personnelles, elle est aussi soumise à une prescription. La prescription de droit commun, c'est une prescription de 5 ans, à partir du moment où vous avez connaissance du trouble et connaissance du fait que vous pouvez agir, donc vous allez être soumis à cette prescription. Ce qui signifie que si vous subissez quelque chose mais que vous ne faites rien pendant 5 ans, rien, c'est-à-dire que vous n'assignez pas devant un juge, eh bien au bout d'un moment, on va considérer que vous êtes prescrit et que donc même s'il y a un trouble, même si potentiellement vous auriez raison, vous ne pourriez plus vous en prévaloir et demander quelque chose. Donc il y a effectivement une prescription. L'intérêt des troubles anormaux de voisinage, entre guillemets, l'intérêt de ce régime juridique est que vous n'avez pas, lorsque vous allez devant le juge, à démontrer l'existence d'une faute de votre voisin. C'est ça qui est intéressant dans ce régime juridique, et c'est ça qui le distingue de ce que nous appelons en fait le régime commun de la responsabilité, c'est-à-dire la fameuse responsabilité contractuelle ou délictuelle, qui à chaque fois nécessite un manquement ou une faute. Le trouble anormal de voisinage ne nécessite pas la démonstration d'une faute. Le fait que votre voisin fasse du bruit, ce n'est pas forcément une faute, ça vous crée un préjudice, vous pouvez réclamer quelque chose. Le fait qu'un voisin pose une enseigne, ce n'est pas forcément une faute. Le fait qu'un voisin construise un bâtiment, ce n'est pas une faute, même administrativement parlant, si votre voisin a un permis de construire qui a été accordé et que finalement l'ouvrage est conforme aux règles d'urbanisme. Donc en soi, il n'y a pas forcément de faute. Mais malgré tout, si vous subissez un trouble, vous pouvez vous en prévaloir. Donc voilà déjà quelques points du régime juridique des troubles. Et un point qui est quand même intéressant, à savoir cette non-nécessité de démontrer l'existence d'une faute. Est-ce qu'il y a des causes d'exonération en matière de troubles anormaux de voisinage? La réponse est oui. Ce qu'il faut noter, c'est le point le plus important, c'est généralement la cause exonératoire qui est la plus connue, c'est l'antériorité. Et l'antériorité, par exemple, c'est lorsque vous achetez un bien immobilier, une propriété, que ce soit en monopropriété ou que ce soit en copropriété. Si vous achetez par exemple en copropriété un lot et que lorsque vous achetez, il existe par exemple au rez-de-chaussée une boulangerie, il est évident que la boulangerie va avoir une antériorité par rapport à votre achat. Donc si postérieurement à votre achat, vous vous dites « Attendez, j'ai acheté au premier étage et tous les matins à 5h30 du matin, j'entends effectivement les fours, je sens les croissants et c'est insupportable, c'est une nuisance olfactive pour moi », vous ne pourrez pas vous en prévaloir puisque, en fait, la boulangerie était là avant vous. Antériorité, c'est une cause d'exonération. Quelle est la sanction si on va plus loin? Donc on sait qu'on peut saisir le juge, on connaît effectivement les éventuelles causes d'exonération. Qu'est-ce que l'on peut obtenir devant le juge lorsque vous avez un trouble considéré comme anormal? Eh bien, tout simplement, le juge peut ordonner la cessation des nuisances. Et le juge peut, au besoin, ordonner la cessation des nuisances sous astreinte. Pour cela, généralement, lorsque votre dossier est bien fait, que vous avez les éléments de preuve qui conviennent, et que la situation est claire, on a la possibilité de passer devant le juge des référés, qui peut rendre une ordonnance condamnant votre voisin à la cessation des nuisances, et effectivement sous astreinte, 50, 100, 150 € par jour de retard, ce qui contraindra votre voisin à trouver des solutions pour éviter de vous causer une nuisance à l'avenir. Voilà la sanction effectivement la plus connue. Après, il y a une autre sanction, c'est une sanction indemnitaire, c'est-à-dire on peut aussi demander des dommages et intérêts, si on estime que c'est nécessaire. Généralement, les dommages et intérêts, ça peut être aussi lié à, par exemple, la perte de valeur ou dépréciation de votre propre bien immobilier. Admettons par exemple que vous ayez effectivement ce fameux immeuble R+5 qui se construit en limite séparative de propriété, vous perdez l'ensoleillement de votre jardin ou de votre piscine, par exemple, vous n'allez pas avoir la possibilité d'obtenir la démolition de l'immeuble. Non.
Vous n'aurez pas la possibilité donc d'obtenir la cessation de la nuisance, parce que l'immeuble va toujours être là, et normalement le soleil va toujours continuer à tourner autour de la Terre. Donc vous ne pourrez pas. Ce qui signifie que dans cette hypothèse-là, on part sur de l'indemnitaire. On va faire chiffrer une potentielle perte de valeur. On va dire que votre propriété vaut tant, et après la construction de l'immeuble, un agent immobilier va pouvoir vous dire que finalement, elle vaut peut-être 10% de moins, et c'est ça que vous allez demander. C'est les fameux 10% que vous demanderez en dommages et intérêts. Voilà pour le régime général. Alors évidemment, je suis très synthétique, mais c'est pour juste vous donner quelques directions. Ce régime général, on va l'appliquer maintenant. On va l'appliquer à certaines situations particulières. Dans les situations particulières, il y en a bien évidemment deux, que j'ai commencé un peu à aborder, mais là on va rentrer un peu plus dans le détail. La première situation particulière est la situation dans laquelle vous donnez en location. Parce que là, pour les troubles, il y aura la question de la responsabilité du propriétaire, c'est-à-dire vous, la question de la responsabilité de votre locataire. Ça, c'est la première chose qu'il faut aborder. Deuxième chose qu'il faut aborder, les troubles en matière de copropriété, on l'a évoqué tout à l'heure, parce que là, également, eh bien, le régime juridique s'applique. Alors, d'abord, dans les rapports locatifs. La chose la plus simple, on va aborder d'abord la question du locataire. Parce que votre locataire peut être source de troubles, et là, il faut réagir. Comment on réagit? On réagit déjà en rappelant les textes qui s'appliquent en matière locative. Le texte de base, c'est un texte d'ordre général qui est issu du Code civil, c'est l'article 1728. C'est cet article-là qui pose les obligations de votre locataire. Votre locataire a une obligation générale d'user de la chose louée raisonnablement. C'est-à-dire que votre locataire n'aura pas la possibilité de troubler autrui. Ça, c'est le Code civil, mais il y a aussi une disposition particulière, spéciale, dans la loi de 89. C'est effectivement les dispositions de l'article 7. Cet article va reprendre ce que dit le Code civil, reprend un peu la même chose, à savoir que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués. Ce qui signifie que votre locataire a l'obligation légale, entre guillemets, de bien se tenir, et puis au surplus, dans le contrat de location que vous avez, dans le contrat de l'UNPI, bien évidemment, il y a aussi des clauses qui portent sur le fait que le locataire s'interdit de troubler la tranquillité des autres occupants de l'immeuble si c'est en copropriété, ou de troubler bien évidemment la jouissance de tout voisin ou de tout tiers. Ce qu'il faut noter en locative, c'est que bien évidemment les troubles par votre locataire ont des conséquences. La conséquence la plus dure est la résiliation du contrat de location. On peut obtenir la résiliation du contrat de location parce que votre locataire cause des troubles. On a aussi, mais ça on en parlera également avec François Novial tout à l'heure, on a aussi la possibilité, dans ce cadre de résiliation, de faire ce que vous connaissez peut-être, ce dont vous avez déjà entendu parler, à savoir on peut faire signifier un commandement à votre locataire visant une clause résolutoire sur cette notion-là. Et on en parlera plus amplement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut noter en matière locative sur les troubles? Quelques points complémentaires. Et là, c'est la jurisprudence, ce sont les juges qui ont posé ces principes-là, mais c'est important, il faut les noter. Premier point important, en matière locative, pour qu'un trouble de votre locataire soit reconnu, il faut que ce soit un trouble qui est ressenti dans le logement, à l'endroit que vous donnez en location. Si bien évidemment le locataire cause des troubles en dehors de la location, ça ne marche pas. Le juge ne vous permettra pas d'obtenir une résiliation, puisque c'est en dehors de l'assiette du bail, entre guillemets. Premier point qui est quand même important, on a un arrêt de la Cour de cassation de 2009 sur ce sujet-là. Deuxième point important en matière locative, votre locataire a des obligations, mais les occupants que le locataire fait entrer dans les lieux, eh bien, vont avoir les mêmes obligations et votre locataire en est responsable. Donc, les occupants, je pense bien évidemment aux membres de la famille, aux amis, toute personne qui entre dans vos murs avec l'accord du locataire, eh bien le locataire est responsable des troubles que cette personne pourrait causer. Et le cas échéant, vous pouvez monter au créneau, même si ce n'est pas votre locataire, mais un occupant qui l'a fait entrer dans les lieux. Dernier point, et là encore c'est un arrêt de la Cour de cassation, lorsque vous souhaitez monter au créneau
contre votre locataire en cas de trouble et que vous demandez soit une cessation des nuisances sous astreinte ou même des dommages et intérêts, il faut bien évidemment que votre locataire soit encore votre locataire. Ça tombe sous le sens, mais on ne réclame plus rien, plus de cessation de trouble à partir du moment où votre locataire a quitté les lieux, qu'il vous a donné congé, qu'il est parti. Ça paraît assez logique, c'est une question de bon sens, mais ça signifie quand même que si, en tant que propriétaire bailleur, vous avez connaissance de troubles, il faut agir quand même relativement vite, parce qu'une fois que votre locataire est parti, c'est terminé. La responsabilité du bailleur, c'est ça aussi qui va vous intéresser ce soir. Bien évidemment, on n'est pas indemne en tant que propriétaire bailleur lorsqu'on a un locataire qui pose difficulté. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. Le Code civil impartit quand même certaines obligations aux propriétaires bailleurs. C'est l'article 1719 qui va disposer que le propriétaire bailleur a l'obligation de faire, entre guillemets, jouir paisiblement le locataire des lieux. Ce qui signifie déjà d'emblée que vous aussi, vous avez une obligation, c'est que vous avez l'obligation de ne pas troubler vous-même la location et votre locataire. Parce que sinon, c'est un trouble qui va être considéré comme anormal. Vous pouvez également aussi, c'est arrivé en jurisprudence, être considéré comme responsable de troubles que des tiers vont causer à vos locataires. Et là, vous allez vous dire, c'est quand même un peu dur comme sanction, mais l'exemple type, il est relativement simple. Vous êtes propriétaire dans un immeuble. Dans cet immeuble, vous avez plusieurs locations, donc vous avez plusieurs locataires. Si un autre de vos locataires trouble la jouissance d'un premier locataire qui est aussi le vôtre, entre guillemets, vous avez une responsabilité. Donc là, on trouve quand même un exemple qui est déjà un petit peu plus cohérent. Donc vous avez effectivement cette responsabilité et de manière générale, il ne faut aussi pas oublier qu'à partir du moment où vous donnez en location, vous êtes responsable de plein droit des agissements de votre locataire. Ce qui signifie que si votre locataire trouble la jouissance d'autrui, le tiers va pouvoir bien évidemment demander des comptes à votre locataire, mais à vous également. Et là, effectivement, on a des exemples assez fréquents, surtout en copropriété pour le coup, où des tiers peuvent par exemple solliciter le syndic en exercice en indiquant que vos locataires posent des difficultés. Le syndic va vous écrire en vous disant votre locataire cause telle et telle nuisance, merci d'en tirer les conséquences. Et vous, vous allez aller devant votre locataire en disant il faut cesser ces nuisances et le locataire ne les cessera pas. Et un jour, vous allez vous retrouver potentiellement avec une mise en demeure qui va vous être envoyée par le syndic, voire même avec une assignation à comparaître devant un juge, soit délivrée par le syndicat des copropriétaires, soit délivrée par un autre occupant de l'immeuble, pour que les nuisances cessent. Et là, vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, moi j'y suis pour rien, c'est mon locataire en place qui pose problème. Oui, mais, et c'est là où le principe s'explique, vous êtes de plein droit responsable des agissements de votre locataire, ce qui signifie qu'il faut quand même être prudent, et que si vous avez un locataire qui cause des difficultés, potentiellement, il peut aussi vous revenir l'obligation d'en tirer les conséquences avant même que quelqu'un d'autre vous mette en demeure. C'est-à-dire un commandement, c'est-à-dire même une rupture du contrat au besoin devant un juge avant que la situation ne s'envenime trop. Voilà pour le rapport locatif, encore une fois de manière assez synthétique, mais pour vous faire comprendre que locataires comme propriétaires ont des obligations. Deuxième application particulière dont je voulais parler ce soir, c'est bien évidemment la copropriété. Alors, en matière de copropriété, on a des textes complémentaires par rapport à la loi, que j'ai évoqué tout à l'heure, et au contrat de location, puisque vous avez aussi le règlement de copropriété, bien évidemment, de votre immeuble. Le règlement de copropriété, comme les contrats de location, stipule en règle générale que tout propriétaire, locataire, occupant ne doit pas troubler la jouissance des autres occupants de l'immeuble. Ce qui signifie que là, on va avoir une responsabilité qui potentiellement est en cascade. Il y a une responsabilité du copropriétaire occupant, une responsabilité du copropriétaire bailleur, et puis après, évidemment, une responsabilité du locataire, ça je n'y reviendrai pas, on vient d'en parler. Sur la responsabilité du copropriétaire occupant, le texte, c'est l'article 8 de la loi de 65,
c'est effectivement l'article qui porte sur le règlement de copropriété. Le règlement de copropriété va normalement définir les conditions de jouissance de l'immeuble, ce qui est permis, ce qui est interdit. À partir du moment où certaines choses sont interdites, si en tant que copropriétaire ou copropriétaire bailleur, vous le faites malgré tout, potentiellement il y a une responsabilité. Et on peut peut-être venir vous chercher sur les troubles anormaux de voisinage. Surtout, il y a l'article suivant, c'est l'article 9 de la loi de 65, qui pose le principe selon lequel un copropriétaire va pouvoir jouir et user librement de ses parties privatives, mais le copropriétaire ne doit pas porter atteinte à la destination de l'immeuble et surtout le copropriétaire ne doit pas porter atteinte, c'est toujours pareil, aux droits des autres copropriétaires et occupants de l'immeuble. Alors là, on peut avoir une multitude d'exemples en matière de copropriété, mais généralement, sur les troubles anormaux de voisinage, ce qui revient le plus, ce sont en fait les activités commerciales. C'est un exemple parmi d'autres que je cite, mais c'est vraiment un exemple qui doit correspondre à 50, 60% des dossiers qu'on a à connaître en matière de troubles. Et la question qu'on nous pose est toujours la même. Exemple type, je suis dans un immeuble en copropriété, j'ai un bar au rez-de-chaussée, ça ferme à pas d'heure, ça fait un bruit pas possible, j'arrive pas à dormir, en plus il y a un encombrement des parties communes parce que la clientèle du bar rentre dans l'escalier, rentre dans le couloir, rentre dans la cour commune, on a effectivement des déchets partout, enfin bref, c'est invivable. Et la première des questions qu'on va nous poser, c'est en fonction de ce trouble, de la présence de ce bar, est-ce qu'on a la possibilité de monter au créneau et de faire fermer cette activité? Et là, le premier des réflexes que l'on a, c'est effectivement de regarder dans le règlement de copropriété pour savoir si l'activité est licite, si elle est permise. Si le règlement de copropriété n'interdit pas une activité de bar et au surplus permet par exemple une activité commerciale au rez-de-chaussée, effectivement l'activité est licite, on ne peut pas la remettre en cause, mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la remettre en cause que vous ne pouvez pas monter au créneau sur les troubles et que vous ne pouvez pas demander à ce que les troubles soient en tout cas solutionnés et au besoin effectivement d'aller devant le juge. Parce que là, dans ces cas-là, on peut très bien demander à un juge d'impartir à l'exploitant du bar de fermer à des horaires convenables, de prendre les mesures nécessaires au niveau acoustique, de prendre les mesures nécessaires au niveau de sa clientèle, etc. etc. En copropriété, du coup, qui peut potentiellement se retourner contre vous? Un autre copropriétaire. Si un autre copropriétaire est incommodé par un trouble que vous commettez ou par un trouble que votre locataire commet, le syndicat des copropriétaires, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, a la possibilité de demander des comptes. Et ça, c'est un arrêt de principe de la Cour de cassation de mai 2017. Il est reconnu depuis 2017 que le syndicat des copropriétaires peut agir contre un autre copropriétaire ou un locataire de l'immeuble sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Et par rapport à ce que je vous ai indiqué en préambule, c'est entre guillemets intéressant comme régime, parce que c'est un régime sans faute. Pas besoin de démontrer que notre adversaire a effectivement commis une faute. Et le syndicat des copropriétaires peut agir, et c'est logique quand on y réfléchit, puisque la loi de 65, dans son article 14, dispose également que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit de tout préjudice qui est causé par des parties communes, par une quelconque problématique structurelle, et donc là du coup on rebascule sur les nuisances, ce qui signifie que le syndicat peut effectivement prendre la main et soit notifier une mise en demeure, soit saisir un juge. Petite précision, j'y pense parce qu'on nous pose aussi toujours la question, si vous êtes en copropriété et que vous souhaitez que votre syndicat agisse, il vous faut une habilitation à agir sur les troubles anormaux de voisinage. Si vous agissez au fond, il faut une décision d'assemblée générale pour pouvoir agir contre un copropriétaire ou un locataire, sauf si, toujours pareil, vous passez devant le juge des référés, là vous n'en avez pas besoin, c'est l'article 55 du décret. Il faut savoir, s'agissant des troubles en copropriété, que, ça c'est un arrêt qui a été rendu, le règlement de copropriété ne peut pas exonérer un copropriétaire de sa responsabilité si jamais il y a des troubles, et le juge en lui-même
pourra difficilement impartir à un autre copropriétaire ou à un locataire des restrictions qui ne sont pas justifiées par le règlement de copropriété. Donc, lorsque l'on agit en copropriété, la base du raisonnement sera toujours ce qui est permis ou interdit dans le règlement de copropriété. Voilà pour la responsabilité du copropriétaire. Alors, le copropriétaire peut être occupant ou bailleur, et là on retourne sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les contrats de location. Dernier point sur la copropriété, il faut savoir également que le syndicat des copropriétaires lui-même peut être assigné sur les troubles anormaux de voisinage. C'est possible. Exemple type, si dans votre copropriété, le syndicat devient maître d'ouvrage de travaux en devenir, si vous faites une surélévation, une réhabilitation, et que les travaux causent par exemple un trouble à un voisin, c'est le syndicat qui va être effectivement responsable. Il y a d'autres exemples qui ont été jugés, l'écoulement des eaux par exemple. Si votre copropriété a une problématique d'écoulement des eaux à l'égard d'un tiers, c'est le syndicat effectivement qui va être responsable. Autre exemple, et c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut parler de tout et de n'importe quoi, on a eu à un moment donné une saga judiciaire sur les antennes relais. Vous avez des opérateurs téléphoniques qui vous demandent de poser une antenne relais sur votre immeuble. Vous allez vous dire, bon, c'est très bien, et potentiellement on peut avoir une redevance, parfait. Donc vous acceptez, et vous ne voyez pas le mal. Et puis un mois plus tard, vous allez vous retrouver avec une mise en demeure d'un voisin qui va vous dire, attendez, vous avez accepté de poser une antenne relais sur votre immeuble, c'est totalement disgracieux, quand je suis dans mon jardin, je la vois, je ne pense plus qu'à ça, vous me posez une difficulté, c'est un trouble que je vais considérer comme anormal de voisinage. Et le syndicat peut potentiellement être inquiété et potentiellement être assigné. Je vous donne des exemples qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais c'est pour vous faire comprendre la multitude de cas que l'on peut trouver sur les troubles anormaux de voisinage, et je passe bien évidemment tous les cas qui vont concerner des chaufferies, des nuisances liées à des activités, toutes les activités qu'on peut imaginer. Je pense notamment les activités commerciales, je pense même, j'ai parlé tout à l'heure des boulangeries, mais les boulangeries, vous allez avoir toute la problématique des approvisionnements le matin très tôt, toute la problématique des déchets, du traitement des déchets, qui peuvent potentiellement poser difficulté à votre voisinage. Voilà pour les troubles anormaux de voisinage en copropriété. Encore une fois, je vous donne quelques informations, mais j'essaye de rester le plus synthétique possible. Je sais que vous avez des questions, mais le but, c'est d'essayer de poser des questions à la fin. Je pense que vous avez pas mal de cas, effectivement, à évoquer. Si vous en êtes d'accord, je termine au moins sur le régime, pour qu'on puisse après, effectivement, échanger. Le dernier point que je voulais aborder, avant de recéder la parole à François Neuvial pour qu'on puisse évoquer un peu la notion de contentieux et ce qu'il faut faire lorsque vous avez un contentieux en trouble anormaux de voisinage. Il y avait un dernier point, peut-être un peu plus épisodique, mais on a quand même de plus en plus de dossiers. C'est aussi effectivement les troubles qui sont liés aux locations Airbnb. Alors, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de personnes. Quand j'évoque le mot Airbnb, ça concerne combien d'entre vous, par exemple, si vous leviez la main? Bon, 3 personnes. C'est déjà ça, mais effectivement, voilà, on a de plus en plus de questions sur les locations Airbnb, que ce soit le fait que vous subissiez la location Airbnb de quelqu'un d'autre, ou que ce soit le fait que vous souhaitiez louer via Airbnb et que vous allez recevoir des remontrances d'autrui. Alors, ce qu'il faut simplement indiquer sur Airbnb, c'est que déjà, au niveau législatif et réglementaire, on n'y est pas. Au niveau national, on n'a pas encore vraiment de cadre législatif clair sur Airbnb. Aujourd'hui, Airbnb, bien évidemment, est licite. Peut-être qu'à l'avenir, Airbnb sera davantage encadré, mais pour le moment, n'importe quel propriétaire a la possibilité, effectivement, de déposer une annonce sur le site d'Airbnb et de mettre en œuvre toutes les modalités pour pouvoir permettre l'accès aux locataires de courte durée pour les séjours tarifés. Alors, sur les troubles anormaux de voisinage, il y en a une multitude, et effectivement, on a de plus en plus de dossiers sur ce sujet-là. Pourquoi? Bien souvent, c'est toujours la même chose. Airbnb, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire des allées et venues, de plus en plus fréquents.
Ça veut dire surtout des allées et venues à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc ça veut dire du bruit. Ça veut dire aussi que quand vous êtes en copropriété, par exemple, vous allez avoir des personnes que vous ne connaissez pas qui vont entrer et sortir de l'immeuble. Contrairement à un ou une locataire, loi 89, ce sont des gens dont, entre guillemets, vous ignorez totalement les mœurs, puisque généralement, quand vous êtes propriétaire-bailleur, vous avez un dossier, vous avez une solvabilité, vous avez des éléments pour savoir si c'est un locataire avec lequel vous pouvez contractualiser. Airbnb, c'est potentiellement n'importe qui. Vous pouvez avoir des problématiques de fêtes tard le soir, vous pouvez avoir des problématiques aussi de déchets, de mégots, enfin bon, je passe quelques exemples, mais ce sont des exemples que nous connaissons dans des dossiers judiciaires. Et là où ça peut devenir un petit peu plus problématique, il y a aussi des troubles qui sont liés aux accès. Parce que qui dit Airbnb, en règle générale, dit une boîte à clés, un code. En copropriété, vous allez avoir peut-être des personnes qui ne vont pas vraiment se poser la question de savoir si l'installation d'une boîte à clés ou à code nécessite une autorisation d'assemblée générale. Vous allez avoir des gens qui vont arriver, vont visser leur boîte à code directement sur la façade de l'immeuble et se dire qu'il n'y a pas de problème. Ce qui signifie que cette boîte à clés ou à code va permettre l'accès à n'importe qui, potentiellement. Ce qui signifie aussi quand même, parce que dans nos métiers on essaie de réfléchir, ce qui signifie quand même que vous avez aussi une problématique sécuritaire. Bien évidemment, heureusement, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver, c'est-à-dire une porte d'entrée d'immeuble qui va rester ouverte, parce que les locataires Airbnb, bon, il y en a qui peuvent être diligents, mais c'est pas tout le monde. Donc parfois, la porte reste ouverte, donc n'importe qui peut rentrer dans l'immeuble, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et puis surtout, vous allez avoir aussi parfois, lorsqu'il y a des incidents, une compagnie d'assurance qui va vous dire à un moment donné, mais dans mon contrat, il n'est pas dit qu'il y ait des locations Airbnb dans l'immeuble. Donc, si vous avez des dégradations, si vous avez un incendie, dans le pire des cas, si vous avez des problématiques, et bien même votre compagnie d'assurance peut effectivement vous dire à un moment donné, je ne couvre pas. Donc Airbnb, effectivement, il y a un vrai sujet qui n'est pas insoluble, mais qui nécessite quelques précautions. Les débats que nous avons aujourd'hui en justice sont des débats qui portent autant sur la régularité même d'Airbnb que sur les conséquences. Les conséquences, c'est effectivement les troubles anormaux de voisinage. Et là, on essaye de monter au créneau contre le copropriétaire indélicat pour encadrer sa pratique d'Airbnb ou en tout cas obtenir des condamnations sous astreinte à la cessation de telle ou telle ou telle nuisance. Retrait de la boîte à clés ou alors obligation d'autorisation en assemblée générale. Bon, les exemples sont multiples. Mais il n'y a pas que ça, je vous donne aussi l'information. Airbnb, c'est aussi des discussions sur la régularité même de la location Airbnb. Mais là, c'est un débat qui est très ample et que je ne développerai pas ce soir, puisque là, on sort un peu du sujet. Mais que vous sachiez quand même que Airbnb, ça nécessite de vérifier la clause de destination de votre immeuble aussi. Puisque vous avez des immeubles qui peuvent être à destination d'habitation mixte, s'il peut y avoir des activités commerciales et libérales, mais parfois vous pouvez avoir aussi des immeubles avec une destination bourgeoise. Dans ces cas-là, vous avez toute une multitude de décisions de justice visant à vous expliquer qu'avec une destination bourgeoise, c'est-à-dire normalement réservée au cadre strict, résidentiel et aux besoins location, mais loi de 89 seulement, eh bien Airbnb n'est pas compatible. Je ferme la parenthèse. Mais en tous les cas, sachez que les troubles anormaux de voisinage sont de plus en plus fréquemment évoqués pour Airbnb. Quelle est la conséquence? La conséquence est assez simple, que vous soyez copropriétaire bailleur ou copropriétaire occupant. Si au sein de votre immeuble, vous avez un copropriétaire qui loue Airbnb et que les locataires vous posent des difficultés, vous avez la possibilité de monter au créneau et de demander au propriétaire en question de cesser son activité. Soit parce que c'est illicite à l'égard du règlement de copropriété, mais là ça nécessite un vrai débat devant un juge, soit parce qu'au-delà de la licéité, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les conséquences sont anormales. Et dans ces cas-là, on peut aussi demander la cessation de l'activité Airbnb aux besoins sous astreinte. Alors, là j'évoque l'hypothèse où vous êtes, vous, troublé par une location Airbnb de quelqu'un d'autre. Mais peut-être que les 3 personnes qui ont levé la main tout à l'heure dans la salle sont des loueurs Airbnb.
Donc, si c'est le cas, de toute façon, ce que l'on vous explique ce soir devrait normalement amener à une certaine prudence. Bon, je pense que les contentieux Airbnb sont quand même relativement minimes aujourd'hui. Hein. Je pense que sur les locations Airbnb, ça doit constituer ne serait-ce que entre 0 et 5%, je pense, parce qu'il y a beaucoup de locations Airbnb, mais assez peu de contentieux. Peut-être par ignorance du fait que l'on peut faire quelque chose. Donc si c'est le cas, sachez en tous les cas ce soir qu'avec les troubles à normes de voisinage, vous avez la possibilité de monter au créneau dans cette situation-là, si effectivement cela vous cause difficulté. Voilà pour le rappel des règles de manière assez synthétique. Je pense qu'on peut aborder la question peut-être un petit peu plus concrète des dossiers contentieux. Et là, dans ces cas-là, je partage le propos avec François David. Alors, moi, mon intervention sera très courte parce que Julien nous a pratiquement tout dit. Juste une chose quand même, vous pouvez envisager donc, de lancer une procédure contre votre locataire. Mon propos sera surtout axé sur le rapport propriétaire-locataire. Contre votre locataire, mais pour ça, il faut des preuves. Et là, il y a une difficulté relativement importante. Vous ne pouvez pas aller devant le tribunal en ayant juste des troubles que vous subissez sans avoir la moindre preuve de ces troubles. Et en général, il y a deux volets pour ça. Soit vous êtes propriétaire, vous avez un locataire qui cause énormément de dommages dans l'immeuble, et là, vous demandez gentiment à ceux qui se plaignent de ces troubles de faire des attestations. Alors, je parle sous le contrôle de Julien aussi, mais en général, il faut que les troubles soient relatés le plus précisément possible dans les attestations et bien évidemment que l'état civil de la personne ne fasse aucun doute, qu'on sache qu'elle habite dans l'immeuble, qu'elle vit à proximité, qu'elle mette son identité, fournisse sa pièce d'identité, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il s'agisse d'un certificat de complaisance, parce que bien évidemment, ça ne tiendrait pas devant une juridiction. Et véritablement, vous devez obtenir ce genre d'attestation. Ce sont les éléments les plus faciles et les plus probants. Après, il y a un autre moyen pour vous de constituer une preuve en matière de troubles de voisinage, mais un peu plus délicate, c'est de faire appel à un huissier, justement, qui pourra faire des constats de ces troubles. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour prédéterminé pour le faire, du moment, bien évidemment, que l'on rentre dans qu'on ne rentre pas dans le domicile de la personne qui cause des troubles, évidemment, parce que là, on pourrait le faire qu'avec une ordonnance du juge et à des heures bien déterminées. Mais de la rue, du domicile de quelqu'un qui subit les troubles, on peut le faire jour et nuit, et semaine et week-end. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire ce genre de constats. Ils ne sont pas évidents à faire d'ailleurs au passage, parce que l'huissier est habilité à faire des constatations matérielles, et il est assez difficile de décrire un trouble sans tomber dans la subjectivité, en décrivant ce qui est subi, en le décrivant le plus précisément possible, sans en tirer des conclusions ou sans tomber dans cette fameuse subjectivité. Donc le constat peut être intéressant. Après, attention aussi à ne pas forcément avoir qu'un constat, parce qu'un constat, c'est un trouble à un moment précis. Rien ne dit que le trouble que ce constat sera suffisant, pour prouver que le trouble se poursuit dans le temps. Vous ne pouvez pas assigner votre locataire en expulsion parce qu'il y a eu une fête un soir. Par contre, il y en a toutes les semaines ou régulièrement, et vous avez des plaintes très régulières, donc il faut qu'il y ait une continuité dans le temps. Là, vous pouvez effectivement faire des constats. Le problème du constat d'huissier, c'est que vous devez faire venir un huissier à chaque fois. Et bien évidemment, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur marché. Si vous devez le faire venir tous les samedis à partir de 11h chez vous, ça risque d'être un peu onéreux peut-être. Ça peut être utile. Ça peut être utile aussi dans un autre contexte que le contexte locatif. Les rapports locatifs locataire-propriétaire. Mais je vous conseille véritablement de privilégier les attestations faites par les gens qui habitent dans l'immeuble, qui habitent à proximité et qui subissent ces troubles. J'insiste lourdement et je reviens sur ce qu'a dit Julien, vous êtes responsable. Et même la loi de 89, outre le Code civil, la loi de 89 dit que le propriétaire peut voir sa responsabilité engagée, être mis en demeure s'il ne fait rien. Bien évidemment, vous n'êtes pas tenu avec l'obligation de résultat, mais vous devez
si les gens se plaignent dans le voisinage des agissements de votre locataire, vous devez impérativement faire quelque chose. Sinon, vous pouvez avoir votre responsabilité engagée. Julien l'a dit très clairement tout à l'heure, mais je viens vraiment dessus. C'est l'article 6.1 de la loi de 89. Il est très précis là-dessus. Et vous ne pouvez pas vous faire comme si malheureusement il ne se passait rien. Donc, autre intervention, autre preuve qui peut être difficile dans un rapport, dans le cadre de troubles de voisinage, mais dans un rapport qui peut être hors propriétaire-locataire, c'est dans le cadre effectivement des copropriétés aussi, où là le constat peut être intéressant. J'ai fait un constat récemment dans une copropriété où il n'était pas prévu l'installation d'un bar, où ce n'était pas prévu dans le règlement de copropriété, et il y avait un très bel appartement au premier étage dans lequel c'était un véritable enfer parce que 4 soirs par semaine, à partir de 11h jusqu'à 2h du matin, c'était la musique à fond, les meubles qui tremblaient, les objets qui se déplaçaient, enfin, une horreur. Donc là, effectivement, vous pouvez aussi faire appel à un huissier pour ça, quel qu'il soit bien évidemment. Vous pouvez même faire appel dans ce cas, parce que l'huissier est habilité à faire des constatations matérielles, mais il n'est pas expert, il n'est pas technicien. Donc vous pouvez dans ces cas-là faire appel aussi, moi je sais que je le fais de temps en temps, à une société qui vient pour mesurer les problèmes sonores. C'est-à-dire que l'huissier les constate, indique que tel jour à telle heure il se passe tel événement, que l'événement provient de tel endroit, donc il y a une preuve très forte, enfin la valeur probante est très importante sur ce sujet-là. En revanche, la société des sociétés sont habilitées à faire des mesures avec des sonomètres, par exemple, pour mesurer l'amplitude sonore. Je ne sais pas si je n'emploie tout à fait le bon terme, mais mesurer les décibels en fait, que vous subissez, voir si elles sont dans un rapport normal ou si elles excèdent ce que la loi prévoit. Et bien souvent, c'est des différents. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à faire intervenir soit les deux à la fois, soit peut-être surtout la société d'expertise pour ce genre de choses. Mais partez toujours du principe que quand vous allez lancer une procédure contre quelqu'un, il faut une preuve. Ça, c'est malheureusement obligatoire, enfin c'est tout à fait logique. Donc, autre chose qui intervient, une fois que vous avez cette preuve, qu'est-ce que vous en faites? Dans le rapport propriétaire-locataire, il va falloir utiliser cette preuve, que ce soit des attestations, ou que ce soit un constat, ou des constats. Si vous n'avez qu'un seul constat et pas d'attestation, passez votre chemin, le juge rejettera, à mon avis, votre demande. Enfin, ça dépend du trouble, bien évidemment. S'il s'agit d'un trouble de voisinage avec du bruit, des fêtes à répétition, etc., ce constat suffira. Vous pouvez donc mettre en demeure votre locataire de cesser le trouble, soit par une sommation de cesser le trouble, c'est un acte extrajudiciaire, c'est un acte fait par un huissier de justice qui vise en général les dispositions du bail qui sont très claires là-dessus, qui sont du moins des reprises de la loi d'ailleurs, que le locataire doit user paisiblement des locaux, qui vise les attestations qui sont en votre possession, qui indiquent voilà, il y a eu tel jour, des attestations d'un tel, qui décrivent tel et tel trouble, ces troubles doivent cesser, je vous somme d'arrêter ces troubles. Vous visez les articles du contrat, et aussi l'article de la loi 89, article 7, alinéa B, le locataire doit user paisiblement des locaux, et si postérieurement à la date de cet acte, c'est là que c'est important de faire un acte extrajudiciaire parce qu'il a une date certaine. Une lettre recommandée, elle arrive ou elle n'arrive pas. Si elle n'est pas réceptionnelle, elle n'a pas de valeur. Donc, postérieurement à la date de cet acte, si vous avez de nouvelles attestations qui sont faites par les personnes qui subissaient déjà un trouble antérieurement, là, vous pouvez effectivement penser à la phase judiciaire qui consisterait à assigner votre locataire en expulsion au motif qu'il y a eu des troubles, qu'il y a eu une sommation de ces troubles et qu'il y a eu une continuation de ces troubles postérieurement, que là, la situation ne peut plus durer. Autre possibilité qui est intéressante aussi, vérifier que dans votre bail, il y ait bien une clause résolutoire. Dans tous les baux du pays, elle y est, je crois. Enfin, la clause résolutoire y est, oui, ça c'est certain, mais vérifier que cette clause résolutoire vise les troubles de voisinage. Il s'agit d'une clause qui indique que, en cas de non-respect de certains types d'obligations qui sont décrites très précisément dans la clause, non-paiement des loyers, non-production d'un certificat d'assurance ou trouble de voisinage, et une fois un commandement fait par un huissier donc, qui vise cette clause,
fasse le commandement signifié, donc le bail sera résilié. On ne va pas partir sur tout ce qui cause retour en matière de paiement, ce n'est pas du tout l'objet ce soir, mais le principe est le même que ce que je vous ai expliqué précédemment. Vous avez un certain nombre d'attestations, voire un constat, plusieurs. Vous faites, en vertu de ces documents, de ces preuves, un commandement qui vise la clause résolutoire, vous faites signifier à votre locataire. Là, c'est, à moins qu'il y ait un délai prévu dans la clause résolutoire, c'est cessation sur le champ des troubles. La loi prévoit 2 mois en matière de paiement, de loyer, 1 mois en matière de production d'attestation d'assurance, mais il ne prévoit pas de délai pour les troubles de voisinage. Donc, une fois ce commandement signifié, il ne doit plus y avoir d'attestation, il ne doit plus y avoir de troubles. Si vous récoltez de nouvelles attestations après, ou que vous faites faire de nouveaux constats parce que les troubles continuent, là aussi, assignation de votre locataire en expulsion pour faire constater par le juge que la clause résolutoire a joué, que le bail est résilié et que votre locataire doit en conséquence être expulsé. Alors après, je ne connais pas forcément le taux de réussite de ce genre d'opération et je ne sais pas si Julien a des éléments sur le sujet, mais voilà en gros comment commence la procédure. Toujours avoir des preuves de ce que vous alléguez et faire en sorte j'irais jusqu'à dire, si vous avez des demandes de certains locataires ou propriétaires, gens qui subissent des troubles, et que ces gens ne veulent pas témoigner, ne veulent pas attester, ce qui peut arriver, parce que beaucoup de gens sont très courageux avec les propriétaires, mais beaucoup moins quand il s'agit d'attester, de signer un document après. En général, vous voyez les poltrons qui se défilent, 90% du temps. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à écrire à ces gens en recommandant, voilà, je vais prendre le devant, je vais lancer cette procédure, mais il me faut des éléments, merci de me les confirmer. Si jamais personne ne vous confirme quoi que ce soit, à l'impossible nul n'est tenu, vous aurez au moins fait en sorte de prendre les devants. Voilà. Peut-être sûr, je ne sais pas si donc... Oui, alors je partage tout à fait ce que François vient de vous expliquer. Les dossiers judiciaires de troubles anormaux de voisinage sont des dossiers qui ne sont pas forcément évidents. Ça peut paraître un peu paradoxal, parce que généralement, lorsqu'il y a des troubles, l'évidence est matérielle. Et pourtant, devant un juge, ce n'est pas si évident que cela, puisqu'en réalité, ce qui va compter, c'est vraiment la solidité de votre dossier. Qu'est-ce que c'est un dossier solide? C'est un dossier où, malheureusement, vous avez tout type de preuves. Un procès-verbal de constat, c'est essentiel, parce qu'effectivement, le juge se fiera aussi à la parole, à l'écrit d'un huissier de justice, puisque c'est une personne qui, pour le coup, atteste clairement de ce qui se passe, et là, vous avez un document qui est très fort. Mais le juge ne se limitera malheureusement pas qu'à cela, et le juge aura besoin d'autres éléments de preuve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des photographies, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça veut dire surtout? Dans les cas les plus embêtants, c'est une main courante, un dépôt de plainte, des attestations, une pétition. On en demande de plus en plus dans les copropriétés pour montrer vraiment le caractère généralisé du désordre. Donc déjà, dans la nature des pièces, il vous en faut quand même quelques-unes. Généralement, lorsque l'on vient nous voir, je ne sais pas ce que tu en penses François, mais quand on vient nous voir en nous disant on a effectivement un trouble, qu'il soit sonore, olfactif ou autre, j'ai 2 attestations et j'aurai rien de plus, malheureusement, on aura tendance à dire devant un juge, ça n'ira pas, c'est pas suffisamment sérieux. Il faut malheureusement un dossier solide. Pourquoi? Parce que d'une part, le juge qui va connaître de votre demande est un juge qui va crouler sous ce genre de dossier. Donc déjà, le juge va avoir une certaine échelle de gravité et peut considérer assez facilement qu'un trouble que vous subissez n'est pas suffisamment grave, donc on ne va pas aller plus loin, parce que le juge connaît d'autres dossiers beaucoup plus graves. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses surtout, et c'est ça qui est peut-être le plus délicat, mais pour autant on y arrive quand même, et on y arrive bien, mais le plus délicat, c'est la temporalité. C'est effectivement ce qu'évoquait François tout à l'heure. Pourquoi? Parce que lorsque vous subissez un trouble suffisamment sérieux pour aller devant un juge, vous allez passer par l'intermédiaire de votre huissier, vous allez passer par l'intermédiaire de votre avocat qui va assigner et qui va vous dire « j'ai assigné, mais l'audience est dans 4 mois ». Ce qui est logique, parce que les juridictions ont leur propre agenda, et votre avocat n'a pas la possibilité de faire forcément plus que ce que la juridiction va lui dire. Donc,
la juridiction va lui donner la première date utile, et admettons, elle va être à 4 mois ou elle va être à 5 mois. Et là, il va y avoir un point qui est très stratégique, c'est que si vous voulez avoir malheureusement gain de cause devant le juge, il va falloir démontrer que pendant ces 4 ou 5 mois, les troubles vont continuer. Il y a un critère de temporalité qui est très important, parce que devant le juge, si les troubles ne continuent pas, il faut savoir que le juge a comme principe de regarder si l'infraction perdure au jour où il ou elle va statuer. Si l'infraction a disparu, le juge peut vous dire « je comprends très bien, vous avez assigné parce que vous aviez un problème, mais à ce jour, 4 ou 5 mois plus tard, vous n'avez aucune preuve de trouble, il n'y a plus rien. » Or, les troubles à norme de voisinage nécessitent quand même un certain caractère, non pas forcément de permanence tout au long de l'année, mais quand même, il faut qu'il y ait une récurrence. Et si cette récurrence, vous ne l'avez pas, ça ne veut pas forcément dire que vous n'aurez pas gain de cause, mais ça veut dire qu'il faut être un peu plus prudent. Voilà. Donc, généralement, quand on ouvre un dossier judiciaire en trouble à norme de voisinage, la première chose que l'on demande, c'est il nous faut plein de pièces, mais il faut surtout faire en sorte qu'on puisse avoir plein de pièces tout au long du dossier. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce que François vous a dit, et c'est tout à fait exact. Le principal problème que l'on a dans les dossiers de troubles, c'est le fait, dans les situations les plus problématiques, que vous avez beaucoup de gens qui ne veulent pas attester. Parce qu'on a peur des représailles, parce que la personne qui est dans l'immeuble en bas, c'est un fou furieux, qu'on ne veut pas avoir affaire avec lui, que si jamais il sait qu'on a fait une attestation avec notre nom, il va venir nous voir, etc., etc. La réponse que l'on donne en général est vous pouvez donner une attestation, puisque de toute façon, votre attestation ne fait que retracer fidèlement ce qui existe, et grosso modo, vous ne craignez rien. Mais malgré tout, on a beaucoup de gens qui disent « non, non, moi je ne veux pas ». Alors, ce qui est aussi possible de faire, c'est effectivement des pétitions, parce que les pétitions ne sont pas forcément avec les noms. On peut avoir effectivement, grâce notamment au syndic, quand vous êtes en copropriété, des pétitions avec un nombre de copropriétaires et avec des signatures, sans pour autant faire apparaître vos noms. Mais voilà, c'est effectivement un des problèmes que l'on rencontre. Après, quand même, parce que là on vous donne plein d'informations qui ne sont pas forcément optimistes, et vous allez vous dire quand même, mais pour terminer sur une note quand même optimiste, des dossiers en trouble à norme de voisinage, on en a beaucoup. Généralement, ce sont des dossiers qui se soldent favorablement. Hein, c'est relativement rare que l'on ait des dossiers qui ne se soldent pas favorablement. Je pense que les cas isolés qui ne se soldent pas favorablement, c'est les cas où le voisin qui pose difficulté ou le locataire qui pose difficulté stoppe immédiatement toutes les nuisances dès la délivrance de l'assignation. Ça peut arriver. Parce qu'après, tout dépend de ce que vous demandez. Si par exemple, vous avez un locataire dans l'immeuble qui cause des difficultés et que vous assignez en rupture du contrat de location, la demande de rupture du contrat de location est grave, et donc là, le juge va avoir une échelle assez haute et va exiger que les troubles continuent. Et si les troubles ne continuent plus, le juge va considérer que ce n'est plus suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat. Si vous ne demandez pas la rupture du contrat, mais que vous demandez la fin des nuisances sous astreinte, le juge pourrait vous dire, bon, là, dans les 3 mois qui viennent de s'écouler, effectivement, je n'ai pas de preuve de nuisance, mais vous demandez simplement la cessation sous astreinte, à la limite, c'est moins grave que la rupture du contrat de location, même si vous n'avez pas d'éléments de preuve sur cette période de 3 mois, je vais vous l'accorder quand même. Voilà. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Rien à rajouter de particulier. Oui, on peut passer aux questions. Vous avez des questions? Si vous en avez, on ne pourra pas forcément répondre à tous les cas pratiques, mais n'hésitez pas. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de plainte et de même courant, quand il s'agit de nuisances sonores qui ont lieu tard le soir, on a un peu de difficulté à faire déplacer les organismes de police. Donc, est-ce qu'il existe un organisme, j'ai entendu dire qu'il existait un organisme à la préfecture qui gérerait les problèmes, ces problèmes-là? Ça ne me dit rien du tout, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, ouais. Mais ça ne me dit rien du tout, je ne sais pas. Alors, le fait de ne pas pouvoir faire déplacer des officiers de police judiciaire, bon ça, effectivement, c'est une problématique assez courante, hein, ils sont en sous-effectif assez souvent, donc on vous dit que s'ils doivent se déplacer à chaque fois que quelqu'un appelle parce qu'il y a du tapage nocturne, ils n'arrêteront plus jamais aucun criminel parce qu'ils passeront leur temps dans leur voiture. C'est très souvent ce qu'on va vous dire.
Mais au-delà de ça, sans les faire déplacer, vous avez quand même la possibilité de déposer une plainte, en tous les cas une main courante. Et ça, c'est un document qui est important et qui peut servir à un dossier. Qui doit déposer, parce que nous sommes propriétaires, c'est notre locataire qui est à l'origine des nuisances sonores. Est-ce que c'est le propriétaire qui dépose la plainte ou est-ce que ce sont les personnes qui subissent les nuisances sonores qui doivent le faire, les deux? Ce sont les personnes qui subissent, qui le font. En revanche, vous, si vous êtes propriétaire BARS et qu'effectivement vous donnez en location, là, potentiellement, vous pouvez avoir une responsabilité. Donc, si on vous donne ces mains courantes ou ces preuves, c'est à vous, effectivement, d'aller voir votre locataire en disant « Attendez, on arrête toutes les nuisances parce que sinon, je fais une procédure pour résilier votre contrat de location. » Nous avons été avisés tout ça par le syndic. Le syndic nous a envoyé immédiatement, puisqu'on est membre du conseil syndical actif tous les deux. Donc, immédiatement, on a réagi. Ouais, c'est normal. Le gestionnaire a envoyé un courrier au commandant de réception, c'est en cours. Concomitamment, est-ce qu'on peut faire agir le conciliateur de justice pour Oui. avoir un élément de preuve supplémentaire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est possible. Il est compétent, c'est pas clair. Alors, la conciliation n'est pas obligatoire, mais elle est interdite, bien sûr. Après, avec le taux de réussite, on peut imaginer le locataire délicat qui vient rencontrer le conciliateur. Oui, techniquement, oui, tout est possible. Je ne suis pas certain que ce soit, il y a un taux de réussite très élevé sur le sujet, mais après, oui, pourquoi pas. Monsieur. Oui, moi j'ai le cas d'un proche en fait, qui est dans une succession, vous imaginez un jardin. Ce jardin, il faut des accès, notamment pour faire l'entretien, laisser passer une machine agricole. La personne sur qui on doit passer ne reconnaît pas le droit de passage, a tout verrouillé, et le voisin d'à côté se plaint que l'on n'entretient pas le terrain. Alors comment, quelle est la procédure? Alors là, vous avez en fait deux sujets. Vous avez effectivement le trouble qu'on peut considérer peut-être anormal de voisinage, et ça c'est le voisin qui pourra s'en prévaloir contre vous, oui, en tant que propriétaire de la parcelle. Mais après, il y a un deuxième sujet qui est là pour le coup plus important, c'est effectivement la servitude. Donc là c'est un autre thème. Mais la servitude, effectivement, il ne peut pas y avoir de blocage d'accès. Et c'est là où vous devez monter au créneau et potentiellement même aller devant un juge si c'est nécessaire pour retrouver cet accès. Alors, il y a eu un constat, il y a eu une mise en demeure, constat d'huissier, et la personne dit, moi de toute façon, quand vous en aurez assez de dépenser de l'argent en procédure, et ça me reviendra parce qu'il y aura des prescriptions. Oui, mais non, là, à partir du moment où on vous bloque l'accès, ouais, c'est effectivement, là, pour le coup, une méconnaissance d'un droit. Et donc, vous pouvez aller devant un juge. Et là, vous pouvez même aller devant le juge des référés pour demander l'accès aux besoins, là encore, sous astreinte. Et vous l'obtiendrez. À partir du moment où vous avez l'accès, vous pourrez après, là, ça découle, vous pourrez après entretenir et éviter d'avoir des problématiques avec le voisin. Mais le voisin pourra effectivement vous faire grief de la situation et vous ne pourrez pas vous dédouaner en disant « Attendez, c'est pas moi, j'ai pas accès. » Parce que vous êtes propriétaire. C'est le cas, il a fait grief. Oui, non, mais là, effectivement. Donc il faut prendre les choses dans l'ordre. Ouais. C'est l'accès d'abord, l'entretien après pour éviter des difficultés que l'on a. Le deuxième volet de l'affaire, en fait, c'est une maison qui a été comme succession. Il y en a une moitié qui fait partie de la succession et l'autre moitié qui appartient à la personne qui refuse des accès. Pour aller dans cette moitié de maison, c'est marqué dans les actes, en fait, il y a un droit de passage dans une pièce chez lui. Et ça, il a tout verrouillé. Oui, non, mais là, il y a... Bon. Là, c'est pas un trouble anormal de voisinage, là, c'est juste la méconnaissance d'un droit qui est lié à un passage ou à une servitude. Donc ça se règle aussi. On n'est pas dans le même sujet, mais ça se règle aussi. Je pensais à une chose, vous avez quelques questions, mais il y a aussi des questions par chat. Alors, je ne sais pas si on... Alors, que faire lorsqu'un copropriétaire installe une clim sans autorisation?
Alors, C'est possible d'avoir un micro qui se déplace. oui, vous n'entendez pas les questions. Avec les mesures sanitaires, c'est pas très facile, mais on va. Alors, oui, on va faire plus fort, ou en tout cas, on va répéter les questions, comme ça tout le monde les entendra, mais malheureusement, effectivement, on ne peut pas vous donner le micro parce que Covid fait que, d'ailleurs, nous-mêmes, on ne peut pas se partager le micro. Donc, La question, c'était que faire lorsqu'un copropriétaire installe une climatisation sans autorisation. Voilà. la démonter sauvagement. Et bien évidemment, la casser tout de suite. Non, on ne peut pas faire ça, malheureusement, ça rend les choses beaucoup plus simples. Là encore, on a cette situation assez souvent. Si vous êtes en copropriété et que quelqu'un pose une clim sans autorisation, il faut regarder le règlement, mais si la clim nécessite de percer, par exemple, une partie commune, bien évidemment, c'est illicite. Donc dans ces cas-là, vous pouvez solliciter la dépose sous astreinte. C'est relativement simple. Et si la climatisation n'est pas mentionnée dans le contrat, dans le bail. Alors là, vous seriez dans l'hypothèse où vous êtes en copropriété, c'est votre hypothèse, vous avez un locataire qui installe une clim. Un locataire, un autre copropriétaire. Là, il n'y a pas de contrat. Ah, c'est un autre copropriétaire qui installerait une clim. La solution est la même, hein, c'est exactement la même chose. Les clims, à partir du moment où vous touchez une partie commune pour l'installer, vous avez nécessairement une obligation d'autorisation d'assemblée générale. Si l'autorisation n'est pas donnée, c'est illicite. Madame. J'ai une question concernant le recours que l'on peut avoir contre l'implantation de containers par la communauté de communes. Alors, un trouble qui serait lié à l'implantation de containers par une communauté de communes. Donc, des containers qui seraient à proximité de votre... à 10 mètres. Ah, d'accord, à 10 mètres de votre propriété. Des briques bouteilles cassées, des choses comme ça Oui, va être vraiment. et les odeurs. Oui. Ça, j'ai jamais eu le cas. Mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas envisageable. Bon, on partirait sur le même principe que tout à l'heure, à savoir que l'implantation déjà n'est certainement pas illicite, puisque effectivement, c'est une situation qui arrive assez souvent, et ça peut être conforme. Mais effectivement, si vous réunissez des attestations, si vous réunissez des éléments de preuve visant à démontrer que ça vous cause un préjudice qui est plus ou moins permanent, que ce soit olfactif, visuel ou autre, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir s'en prévoir. Est-ce que le droit européen prévaut sur le droit national, le droit français? En matière de troubles anormaux? Oui, au sujet des containers, par exemple. Alors, je ne connais pas pour le coup là la réglementation propre aux containers, très clairement. Oui. En revanche, de toute façon, dans la hiérarchie des normes, les directives européennes prévalent par rapport aux règles nationales. Hein. Mais les règles nationales doivent normalement s'adapter aux directives européennes et transposer le contenu de la directive européenne au niveau national. Donc normalement, la réglementation est la même. Juste, excusez-moi, avant, la personne qui a posé la question sur les climatisations tout à l'heure a rajouté un élément qui est important, c'est que l'autorisation a été effectivement refusée par la copropriété. C'est encore pire. La conséquence est exactement la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorisation, mais c'est encore pire contextuellement parlant, parce que ça veut dire qu'on l'a fait avec une certaine mauvaise foi. Monsieur. Moi, j'ai une question sur ce que vous avez dit tout à l'heure qui concerne le syndicat des copropriétaires qui peut intervenir sur les troubles du voisinage. D'un locataire, peut-être même d'un copropriétaire. Normalement, dans une copropriété, il y a un syndic de gestion de copropriété. Le syndicat des copropriétaires, il dépend du syndic de gestion. Il n'est pas autonome. Dépend, c'est-à-dire représenté par une grosse copropriété, il y a un syndic de gestion de la copropriété qui est comment dire, le syndicat des copropriétaires n'est pas autonome. Il doit rendre. Il est représenté par son syndic. Oui. Il est représenté par son syndic. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si éventuellement vous avez dit il peut le faire avec une accréditation. Une habilitation. Une habilitation. Ah oui, ça veut dire qu'il est
en permanence habilité à à prendre des décisions dans la copropriété. Non, en fait, le propos, c'était simplement au niveau de la procédure. Quand vous avez des troubles et que le syndicat souhaite agir, il y a deux possibilités. Soit, ça c'est vraiment de la procédure stricto sensu, soit vous allez devant le juge des référés, et dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin d'habilitation à agir en justice, voter en assemblée générale. C'était ça mon propos. En revanche, si vous devez aller devant le tribunal qui cette fois-ci statue au fond, la loi impose que le syndicat habilite son syndic à agir en justice, et ça nécessite une résolution d'assemblée générale. C'était ça le propos de l'habilitation. En fait, pour synthétiser, il ne faut pas oublier que même dans les troubles à normes de voisinage, parfois, vous avez besoin d'un vote en assemblée générale pour pouvoir agir en justice. Si vous n'avez pas ce vote en assemblée générale, le syndicat ne peut pas intervenir. Voilà, c'était ça le propos. Oui, d'accord. Ce n'est pas valable dans tous les cas, l'habilitation n'est pas obligatoire dans tous les cas, mais elle est assez souvent obligatoire. Oui. Peut-on interdire la montée des trottinettes électriques dans les appartements? Vous voyez qu'en trouble à normes de voisinage, on a de tout. Interdire la montée des trottinettes. Pourquoi je trottinettes. pose cette question? C'est que j'ai un ami dans le sud qui a eu un incendie d'appartement dû à la trottinette électrique. Alors, la batterie a pris feu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bon, à première vue, là c'est du conditionnel. Vous n'êtes pas sur des troubles anormaux de voisinage. Le fait que quelqu'un se balade avec une trottinette si vous avez un électrique. garage, un vélo ou un moteur, est-ce qu'on peut exiger à ce qu'ils mettent la trottinette dans le garage? Non. Ah oui? Non. Là, vous allez tomber en fait sur le principe de base, à savoir que chacun est responsable de son fait. Si effectivement, alors chacun est responsable de son fait, mais en fait, dans votre hypothèse, ça peut être une responsabilité en cascade. Vous avez un incendie qui se déclare dans un appartement. Si effectivement l'appartement a été donné en location, potentiellement ça peut être le locataire qui est responsable, parce que l'incendie part de chez lui ou elle. Mais le locataire va dire, attendez, moi je ne suis pas responsable, en fait l'incendie après expertise, on s'est rendu compte que c'est la trottinette électrique parce qu'il y a un vice de conception ou de fabrication. Bon, donc du coup c'est plus le locataire qui va être responsable à la fin, ça va être potentiellement le fabricant ou le revendeur de la trottinette en question. Mais on va avoir peut-être une responsabilité en cascade, parce que si l'incendie cause dommage à autrui, alors le propriétaire bailleur déjà va être inquiété parce qu'il est responsable de plein droit, ou elle est responsable de plein droit. Le propriétaire va dire c'est pas moi, c'est le locataire va dire c'est pas moi, c'est le fabricant, ou c'est le revendeur. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Mais là, c'est de la responsabilité de droit commun, en fait. C'est pas des troubles anormaux de voisinage. C'est pas spécifique aux troubles anormaux de voisinage. Même ayant des garages, on ne peut pas l'interdire de monter sa trottinette dans la main. Là, c'est encore autre chose. C'est que dans ces cas-là, si vous êtes en copropriété, c'est le règlement. En copropriété, je vous parle. Alors, si c'est en copropriété, tout dépend du règlement. Mais j'ai jamais lu un règlement de copropriété qui impose à quelqu'un de stocker sa trottinette dans son garage. Donc, si c'est pas écrit, vous pouvez pas l'imposer. C'est nouveau, ça. Alors, si je me permets, on sort un tout petit peu du cadre des. C'est pas pour jeter votre question, on sort un tout petit peu du cadre des troubles de voisinage. En revanche, il y a une question assez intéressante sur le chat que je vais essayer de résumer parce qu'elle est assez longue. Mais en gros, un propriétaire, un locataire qui a eu une crise de paranoïa et qui a menacé des personnes dans le couloir d'une copropriété. Une plainte a été déposée. La personne a été mise en garde à vue. Le syndic a actionné le propriétaire pour qu'il demande la résiliation du bail. Or, entre-temps, apparemment, d'après ce que je lis, le locataire a été interné en hôpital psychiatrique et il ne devrait regagner son studio qu'une fois guéri. Donc la question est, peut-on dans ces cas-là résilier le bail? Je ne pense pas, parce que si le trouble a cessé, Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, à savoir que si effectivement on a un trouble qui est avéré avec la présence de ce locataire, s'il y a des problèmes de santé, ça peut effectivement justifier la rupture du contrat, mais s'il y a un placement, cela signifie que le trouble cesse. Dans ces cas-là, la rupture du contrat, non. D'ailleurs, il se peut qu'une fois que la personne revienne, et si effectivement elle est traitée, soignée, guérie, le trouble ne survienne plus. Donc dans ces cas-là, pas de rupture de contrat. D'autant que la personne qui a posé la question indique que son locataire est là depuis 5 ans et que tout s'est toujours très bien passé. Tout dépend de savoir si les troubles vont continuer. Oui, voilà, si les troubles continuent, on peut s'orienter vers une résiliation, mais sinon. Madame, vous avez une question? Dans ce cadre-là, comment faire avec un schizophrène
qui habite au-dessus, qui fait fuir mes locataires les uns après les autres. Il est locataire ou propriétaire? Il est copropriétaire. Ah, alors là, là, c'est la question, en fait. C'est là où on arrive au bout du système que nous connaissons. Parce que c'est... Est-ce qu'on doit, en cas de vente du logement, prévenir l'acquéreur qu'il y a personne au-dessus? Alors, bon, pour répondre à Vous votre voulez question, vendre ou pas? pour répondre à votre question, oui. Oui, mais oui. Pour répondre à votre question, oui. Parce que si vous vendez, vous avez, comme dans toute opération de vente, une obligation d'information transparente et loyale. Vous devez donner les informations qui sont considérées comme nécessaires pour que votre acheteur puisse acheter en parfaite connaissance de cause. Mais du coup, je l'ai moins eu. Ben, c'est évident, mais du coup, vous allez peut-être même perdre votre acquéreur. C'est évident. Alors, est-ce que je peux pas récupérer ce que je n'ai eu sur le trésor? C'est une excellente question. On prend la discrimination, faites attention parce que nous sommes quand même filmés. Donc, ça dépend, il est solvable ou il n'est pas solvable. Ça dépend, il est solvable ou il n'est pas solvable. Alors, c'est un copropriétaire. Faire expulser un propriétaire, ça n'arrive pas. C'est ça la difficulté. Alors, pour répondre à votre question, concrètement, oui, vous pourriez demander des indemnités. Oui. Et comment faire pour passer les crises? Comment? Excellente question. De la même façon que n'importe quel trouble, par des attestations, tous ceux qui voudront bien le faire, par un constat aussi, parce que c'est tout à fait possible. Là étant, toujours, il y a toujours ce problème de la récurrence. Un constat, ça ne veut pas dire que la personne est crise tout le temps, ça veut dire qu'elle en a eu tel jour à telle heure, on l'a décrit de telle façon. Donc, encore une fois, faites attention à l'usage du constat en la matière. Il doit y en avoir plusieurs, sauf si, bien évidemment, il s'agit d'une construction ou de quelque chose. Là, on sort du cadre de la réviction, l'objet a été construit, la gêne est là, mais pour le cadre des comportements des gens, la preuve, c'est notamment la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure, mais la preuve, c'est bien joli d'avoir une preuve, mais quels vont en faire? C'est ça la question. Alors, moi, j'ai une question justement là-dessus, ça me fait penser. On se pose des questions entre nous, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un pourrait, par exemple, filmer et venir vous voir en disant voilà, j'ai un film sur mon téléphone portable pour vous montrer la nuisance. Est-ce que vous pouvez le constater dans un devis de constat? Est-ce que c'est possible? On peut faire des constats de pas mal de choses qui se trouvent dans un téléphone. Des SMS sont reçus, peuvent être constatés, peuvent faire l'objet d'un certain nombre de constats. On peut aussi constater la présence d'une vidéo dans un téléphone. En revanche, on n'en tire aucune conclusion. C'est-à-dire qu'on constate que telle personne nous a présenté tel jour son téléphone, que l'on décrit, que c'est bien son téléphone, ce que l'on vérifie, et qu'il y a bien tel film que l'on décrit rapidement et que l'on joint au procès-verbal de constat. Après, est-ce que les juges accepteront ce type de preuve? Ça, c'est l'enregistrement. Alors attention à l'enregistrement. La question est de savoir si c'est à l'insu de la personne, si c'est chez elle, à son insu, donc là vous ne pensez même pas, si c'est de chez vous. On est en dessous. Donc on est chez soi et on enregistre les crises. J'aurais tendance à dire que, alors après je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aurais tendance à dire que l'enregistrement, il n'y a pas d'image, il y a juste le son. D'où provient-il? On n'a pas la certitude que ça provient du dessous, du dessus. C'est une preuve qui, à mon avis, est trop peu précise. Là, je vous conseille véritablement dans ces cas de faire soit de constater le trouble, soit, encore une fois, d'obtenir cette fameuse attestation, ou même de porter plainte contre la personne. Voilà. Mais l'enregistrement ne me paraît pas suffisant dans ces cas. Dans aucun cas, le juge ne peut exiger préalablement qu'il y ait eu une tentative de location par l'intermédiaire d'un médiateur de justice. En matière de trouble de voisinage. Non, c'est une très bonne question parce qu'on sait que depuis la dernière réforme, depuis le 1er janvier 2020, il y a effectivement certains types de contentieux qui sont soumis à une obligation préalable de conciliation, médiation ou au besoin de procédure participative. Les troubles anormaux de voisinage n'en font pas partie. Exemple type, quand même, pour vous faire comprendre, les problématiques de plantation en font partie. Bon, on ne sait pas quel a été vraiment le but du législateur là-dedans. Ce n'est pas forcément très opportun, mais malgré tout, bon. Mais les troubles anormaux de voisinage, non. Monsieur. Quel peut être le degré d'implication du syndicat des copropriétaires par rapport à un copropriétaire
qui engendrent régulièrement des nuisances diverses et variées. Le degré d'application, c'est que le syndicat peut éventuellement agir sur les troubles à l'ordre de voisinage. C'est possible. Il peut. Ah, alors. Là encore, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire qu'il doit. C'est forcément une réponse conditionnelle. Pourquoi? Parce que, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a certaines actions qui peuvent nécessiter une habilitation à agir. Et parfois, même si 40% du syndicat a envie d'agir, 60% n'en a pas envie. Donc vous allez vous retrouver sans habilitation et sans possibilité d'agir. Mais malgré cela, oui, le syndicat doit. Pourquoi? Parce que si jamais vous connaissez l'existence de troubles de la part de quelqu'un, et si effectivement, à un moment donné, vous avez, je pense à des dégradations, vous avez des problématiques structurelles ou autres, et que ça va entraîner, pour le coup, un problème au syndicat des copropriétaires, on va pouvoir, au bout d'un moment, dire que le syndicat, par l'intermédiaire de son syndic, ne fait pas ce qu'il faut, et qu'il peut y avoir une inertie fautive. Et donc, il ne faut pas que ça tourne dans cette direction-là. Donc, j'aurais tendance à dire doit. Merci. Madame, une autre question? Oui, une autre question. Quand le gestionnaire de l'appartement est lui-même huissier de justice, est-ce qu'il peut procéder aux constatations? Est-ce qu'on peut quand même considérer qu'il y a conflit d'intérêt? C'est-à-dire que la personne qui s'occupe de la gestion de l'immeuble est l'huissier? Normalement, non. Enfin, normalement, pour répondre précisément à votre question, il vaut mieux éviter parce que normalement. Alors, les règles ne sont pas très précises là-dessus. On peut effectivement parler peut-être de conflit d'intérêt ou de manque d'objectivité possible. Après, normalement, aucun huissier ne doit, dans ses constatations, manquer d'objectivité. C'est un devoir qui fait partie de nos obligations professionnelles et qui peut très vite se ressentir à la lecture du constat. Donc, je ne peux pas vous dire avec précision, je pense que c'est mieux d'éviter. Voilà. De même que normalement, l'huissier qui a la gestion de l'immeuble n'est pas habilité à faire des actes de procédure d'une éventuelle procédure d'expulsion. Monsieur, je vous en prie. Vous avez, semble-t-il, très fortement insisté sur l'intérêt de l'intervention d'un huissier, on peut le comprendre. Sur quel point? Mais est-ce que, quel pourrait être, pardon, sur quel point? Sur quel point? Sur l'intervention, enfin, dans le cadre d'une procédure lancée contre quelqu'un qui provoque des nuisances, Oui. en l'occurrence un copropriétaire. Vous avez fortement insisté sur l'importance du dossier, sur les preuves qui sont nécessaires, ce qui est parfaitement légitime, et de l'intérêt, effectivement, de l'intervention d'un huissier. Maintenant, quand il y a eu plusieurs en amont, plusieurs interventions, plusieurs plaintes en main courante, plusieurs interventions réelles de la police ou de la gendarmerie, quel est le poids de qui, enfin, qui a du poids dans ce dossier, si vous voulez? Alors, juste une petite comment jouer de ce un petit retour en arrière. J'ai pas insisté lourdement sur, enfin, fortement sur l'intervention d'un huissier en matière de copropriété. J'ai indiqué que l'huissier était habilité à faire le constat, que le constat pouvait avoir une valeur de preuve, que c'est même l'une des meilleures preuves. Le problème, ça je le dis, étant la récurrence de cette preuve, et que donc des attestations étaient nécessaires. Concernant la signification d'actes extrajudiciaires, c'est pas insister sur la possibilité de faire intervenir un huissier, c'est obligatoire. En revanche, en matière de preuve, l'huissier n'est pas du tout obligatoire. Je ne vous ai pas dit ça, ou je me suis peut-être mal exprimé. C'est un élément, c'est un mode de preuve de faire un constat à ce moment-là. La valeur probante d'un constat, puisque dans la hiérarchie des preuves, enfin dans la matière de preuve, il y a une hiérarchie, la valeur probante est en général le maximum avec un constat d'huissier. Vous ne pouvez pas faire tout constater, et ça n'a pas forcément d'utilité. Ça ne veut pas dire que les autres preuves n'ont aucune valeur. Mais dans ces cas-là, elles peuvent avoir valeur, ce qu'on appelle de simple renseignement, qui n'est pas rejeté par les juges, mais toute preuve, elles sont plus fragiles, on va dire, voilà. Donc, toute preuve contraire qui arriverait, ou tout élément qui pourrait démonter ces preuves, les fragiliserait énormément. Mais il n'y a pas que le constat d'huissier qui est une preuve, sans faux. Il est plus haut dans la hiérarchie des preuves. Moi, j'insiste.
Moi, j'insiste sur le PV de constat. Parce qu'à partir du moment où vous faites un dossier judiciaire, la plupart du temps, je vais demander un procès-verbal de constat. Non pas parce que c'est une obligation, comme François vous l'a rappelé à juste titre, mais parce que quand vous allez devant un juge, il faut se mettre aussi à la place du juge. Tous les éléments que vous allez donner vous-même ne sont pas suspects parce que c'est vous, mais il faudra aussi des éléments qui viennent de quelqu'un d'autre, de l'extérieur, pour rassurer, entre guillemets, le juge sur la véracité du trouble. Donc effectivement, la première personne à laquelle on va penser, c'est un huissier de justice, parce que c'est un officier ministériel, et parce que son procès-verbal de constat est la vérité, sauf inscription de faux. Donc pour un juge, c'est extrêmement rassurant, entre guillemets, d'avoir un procès-verbal de constat. Donc on le demande quasiment à chaque fois. Mais pour reprendre votre exemple, si vous avez déjà une multitude d'éléments qui viennent de personnes extérieures, dont notamment les officiers de police, d'autres, des services de l'administration ou d'autres, pourquoi pas? Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que tout dépendra de l'appréciation du juge. C'est le juge qui décidera si vos éléments sont suffisants ou pas. Peut-être que votre dossier sera suffisant sans procès-verbal de constat. Et le juge se dira, attendez, si en l'espace de 7 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois, 1 an et demi, les officiers de police judiciaire se sont déplacés 24 fois, bon, ça suffit. Vous n'aurez pas besoin de PV de constat. Mais tout dépendra du juge. Donc, généralement, on charge la mule, entre guillemets, le plus lourdement possible quand on va devant un magistrat, donc bien souvent, on a des PV de constat. Madame. En cette matière de la constitution d'avocat obligatoire dans le tribunal judiciaire. Alors, tout dépend de ce que vous allez demander, parce que vous avez certaines demandes qui nécessitent une constitution obligatoire et d'autres demandes non. Et ça dépend de la juridiction aussi devant laquelle vous allez aller. Mais si vous allez devant la juridiction des référés, vous n'avez pas toujours l'obligation d'une constitution d'avocat. Mais aujourd'hui, bon, pour les troubles anormaux de voisinage, moi j'aurais tendance à considérer qu'être représenté par un avocat, c'est quand même un plus. Au-delà du fait que le débat juridique n'est pas si compliqué que ça, c'est vrai, mais être représenté aussi par avocat, c'est être représenté par quelqu'un qui va pouvoir vous dire quand même à un moment donné si votre dossier est pourri ou s'il ne l'est pas, pardonnez-moi l'expression, mais c'est l'idée. Donc un avocat va pouvoir vous dire que non, là vous n'avez pas les éléments de preuve, n'y allez pas. Mais ça peut vous éviter des déconvenus. Ça, c'est dans la rédaction de l'assignation en direct et dans... Alors au-delà de la rédaction des actes, oui, parce que là ça ne s'invente pas. Oui, là ça ne s'invente pas. Voilà. Peut-être une ou deux dernières questions, et puis après je pense qu'on aura terminé. Dans le bail, au niveau des clauses résolutoires, est-ce qu'on peut mettre aussi l'article 1728 et article 7 pour les pasmer Alors, ce qu'on dit en règle générale, c'est pour être un petit peu plus général, on peut prévoir que la clause peut jouer pour toutes les obligations contractuelles, c'est-à-dire tout ce qui va être vraiment listé dans votre contrat, mais aussi potentiellement les obligations légales, ce qui ressort effectivement des articles en question. C'est ce qu'on fait en règle générale. On peut le mettre. Une dernière question peut-être, ou peut-être que... Ah, monsieur. Dans le cadre de ces voisinages, dans le cadre d'une amie au pays de Miami, il y avait un arbre qui était découpé, ça poussait le mur, et donc il est très tombé. À qui est sa responsabilité de faire le mur? Alors, si tout le monde a entendu... Répétez la question parce qu'ils n'entendent pas. S'il vous plaît. Alors, donc, vous avez un mur mitoyen, vous avez un arbre à proximité de ce mur. À l'origine, il y avait un arbre à laurier. Et ce laurier, il a aussi, à laurier, c'est un arbre placé pour eux. Et il a poussé le mur au point que maintenant il est proche. Bon, il est 30%. Le fait qu'un arbre pousse ou abîme un mur, mitoyen ou non d'ailleurs, ce n'est pas les troubles anormaux de voisinage. Là, c'est une responsabilité de droit commun. Il faut bien comprendre en fait que le trouble anormal de voisinage, c'est un régime juridique en lui-même, à côté des responsabilités de droit commun qui existent dans le code civil. Là, ce que vous évoquez, c'est un cas de responsabilité simple. Le propriétaire de l'arbre est effectivement responsable si son arbre cause un préjudice. Mais le fait d'avoir un arbre n'est pas un trouble anormal de voisinage.
Ce n'est pas pareil. En revanche, ce n'est pas votre question, mais ça m'y fait penser quand même, parce que c'est à peu près dans le même domaine. En revanche, le fait que vous récupériez l'intégralité des gousses ou des feuilles de plusieurs arbres et que ça bouche vos gouttières et que ça vous pose des difficultés, ça peut paraître risible, mais ça c'est un trouble anormal de voisinage. Alors sauf si, parce que ça arrive aussi, c'est de l'appréciation du magistrat, sauf si vous vous êtes mis délibérément, vous avez acheté délibérément une parcelle dans un endroit qui est extrêmement arboré et que vous avez acheté en parfaite connaissance de cause. Là, on va pouvoir vous dire l'antériorité. Mais ce n'était pas votre question initiale, mais là, par exemple, cet exemple-là, le fait que les feuilles tombent chez vous, ça peut être considéré à un moment donné comme anormal s'il y en a trop. Mais votre exemple d'avoir juste un arbre qui pousse potentiellement un mur, ça ne relève pas des troubles anormaux de voisinage, ça relève de la responsabilité de droit commun du propriétaire de l'arbre. Bien sûr, oui. Bien sûr. Si quelqu'un a un arbre qui endommage votre mur, vous pouvez entre guillemets poursuivre. Si vous avez quelqu'un qui a un arbre qui endommage potentiellement un mur mitoyen, vous pouvez le poursuivre aussi. D'ailleurs, mitoyen, ça veut dire que plusieurs personnes en sont potentiellement propriétaires, en admettant même que ce soit l'un des deux ou des trois qui soit propriétaire de l'arbre en question, même si le propriétaire de l'arbre est aussi le propriétaire d'une mitoyenneté du mur, il est quand même responsable à l'égard des autres. Donc, c'est de la responsabilité. Il s'est fait dire un huissier 3 fois pour ça et puis pour un petit peu de solution qui a mis. Et bon, voilà. Est-ce que c'est madame qui va venir, c'est quoi? Non, s'il est venu 3 fois pour constater la même chose. C'est exactement la même chose, en majorité, c'est tout ça. Vous n'avez pas besoin de 3 constats pour ça. Non, un seul suffit. Vous n'avez pas besoin de 3 constats pour ça, un seul suffit. Il y avait autre chose qui s'est dit en même temps. D'accord. Mais rassurez-vous, là, quand il y a une dégradation matérielle, une constatation suffit. Vous n'avez pas besoin de le faire revenir tous les 15 jours. Ça va vous coûter cher à la fin. Et après, vous pouvez aller devant le juge pour en tirer les conséquences, bien sûr. Donc, avec cette preuve, effectivement, après, il faut assigner votre voisin. Mais là, vous aurez une conciliation obligatoire. Puisqu'on est en matière de plantation. Donc, si en matière de plantation, vous aurez une conciliation que vous devrez faire avant obligatoire. Faire le PV de non-conciliation. Là, il faut assigner en justice. Est-ce que tous les frais qui ont été occasionnés, justement, PV, constat, etc., sont pris dans le cadre des dépens parce qu'il y a une condamnation des dépens? Oui, tout à fait. Il faut le demander expressément par contre. Il faut que vous demandiez expressément au juge d'inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de prestation. Bon, voilà. Bien. Merci à toutes et tous. Merci à tous.